Bonjour, aujourd'hui je suis avec Aymeric et avec Jonathan et nous allons revenir sur Kid Icarus Uprising, l'excellent Kid Icarus sur 3DS. Bienvenue dans Extra Life. Bon, là, c'est aussi tout l'intérêt d'Extra Life, c'est de revenir donc sur certains jeux qui nous ont vachement plu. Donc, Kid Icarus est sorti sur 3DS en mars dernier. Donc, on a eu le temps d'y jouer pas mal. Moi, c'est un titre que j'ai attaqué genre plutôt récemment. Donc, ce qui m'a donné envie de faire cet Extra Life pour faire profiter à tout le monde donc de cet excellent jeu, parce que si vous l'avez manqué, si vous êtes passé à côté, on vous conseille franchement de vous y mettre dès maintenant. Parce que c'est pour moi, le jeu gamer de la 3DS. Et j'ai été stupéfait par plein de points qu'on va aborder là ici pendant cette émission. Mais déjà, je vais vous demander, vous, quel a été un petit peu votre... Aymeric, déjà c'est toi qui as fait la critique pour No Life. Quel a été votre premier contact avec le jeu? Puisqu'il y a quand même des petites choses qui ont fâché globalement la presse en règle générale. Et en particulier des choses liées au contrôle. Puisqu'on va rappeler par exemple que Kid Icarus Uprising, lorsqu'il était sorti sur 3DS, est sorti avec ce petit machin-là. Donc, qui était proposé également, qui a un support et qui permet en fait de déposer sa console et d'y jouer comme ça sans trop se fatiguer. Et donc il y a beaucoup en fait de journalistes. Ouais, évidemment il y a une table comme ça. Et donc il y a beaucoup de journalistes qui ont dit genre à partir du moment où tu sors un périphérique pour t'aider à jouer, c'est qu'il y a peut-être un problème à la base. C'est un semi-aveu d'échec. Voilà. Donc du coup vous pensez quel a été votre premier contact avec le jeu? Est-ce que ça a été Bah moi, ça a été. Enfin, faut savoir que là, je l'ai pas amené, mais normalement, je joue avec le volant de la 3DS, celui qui est fourni avec Mario Kart. Et moi, j'ai l'impression de tenir une vraie manette comme ça quand je joue avec le volant. Donc moi, j'ai joué avec, et personnellement, j'ai eu quasiment aucun problème pour les contrôles. J'ai entendu beaucoup de critiques. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème. Surtout que tout est paramétrable, donc ça, on va revenir dessus. Mais non, il faut un petit temps d'adaptation, c'est clair. Il faut savoir. Mais par ça, non, franchement, pas de problème. Mais toi? Bah moi j'ai essayé directement avec le socle et je trouvais vraiment pas agréable parce que les petits patins qui sont censés faire antidérapant, ils maintiennent pas vraiment bien la console, je trouve que ça bouge quand même. Et comment c'est fait à l'intérieur, c'est un peu creux et il y a les doigts qui passent dessus, donc j'ai pas trouvé ça agréable du tout. Donc j'ai essayé directement juste avec la console simplement. Ouais. Et c'est sûr, ouais, comme tu disais, il faut un temps d'adaptation clairement, que pour les phases à pied, parce que les phases en vol, ça c'est nickel, il n'y a aucun problème. Mais les phases à pied, c'est un gameplay particulier qui est vraiment spécial. Il y a le gameplay, mais il y a aussi la façon dont tu tiens la console. Ouais, et donc déjà t'appréhendes le gameplay à ta manière, plus ou moins vite. Et aussi, tu appréhendes la console, à l'apprendre vraiment. Chacun trouve plus ou moins sa position. Moi, j'ai réussi à trouver une position vraiment confortable de jeu. J'arrive à la tenir avec. Alors, on va rappeler brièvement. Donc, c'est un jeu qui utilise 3 boutons. Donc, on utilise le stick analogique pour diriger son personnage. On utilise ici la petite gâchette pour tirer et le stylet pour viser sur l'écran tactile. Donc, en fait, il y a 3 boutons. Et donc moi personnellement la console je la tiens comme ça, donc je mets mon petit doigt sur le côté et clairement s'il y a un petit souci quand même, c'est que moi j'ai tendance à jouer allongé, genre tranquillou dans mon lit, et en fait au bout d'un moment quand t'es comme ça et que tu dois tenir la console et que t'as le poids sur les poignets, bah, tu fatigues. Et d'autant plus que si tu trembles un tout petit peu, bah, tout de suite tu perds la 3D, donc c'est un peu galère, et sachant que c'est un jeu qui utilise magnifiquement la 3D relief, donc ce serait dommage de s'en passer. Moi je la mets pas à fond, comme dans beaucoup de jeux, mais non. Moi personnellement non, avec la manette, le volant, non, je trouve que c'est très confortable. Bon, c'est clair qu'au bout d'un moment, au bout de peut-être une demi-heure, on commence quand même à fatiguer, des petites crampes à la main, quoi. Mais non, ça va, globalement, non. Alors que j'ai vu pas mal de critiques des gens qui, justement, certaines personnes comme moi avaient aucun problème, d'autres ont été rebutés par cet aspect trop compliqué, quoi. Donc c'est clairement un jeu qui demande un petit investissement. Et c'est vrai que pour un titre Nintendo, ça c'est assez, c'est peu commun. Parce qu'en général, l'école Miyamoto, c'est l'accessibilité avant tout. Donc en gros, tu le prends en main, genre t'as 6 ans, t'as 99 ans, c'est direct. Alors que là, clairement, ça demande un investissement de la part du joueur. Donc Sakurai, qui est le développeur du jeu, donc l'a fait savoir très rapidement, c'est en effet un jeu pour les gamers et qui demande un minimum de pratique. Et c'est vrai que pour les phases, donc le jeu est scindé, les niveaux sont scindés en 2 parties. Il y a une phase dans les airs qui est un petit peu rail shooter. Donc là, c'est très simple puisqu'on a juste à déplacer son personnage pour faire des petites esquives, etc. Et on vise avec le stick. Mais par contre, quand on est au sol, donc il y a un système, voilà, et on est avec le stylet, pardon. Et lorsqu'on est au sol, il y a un système d'esquive qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut donner un petit coup rapide sur un des côtés pour se déplacer rapidement, et le fait de faire une petite esquive en même temps qu'un coup chargé,
donc permet de faire une ruée et donc un coup beaucoup plus important. Et moi, clairement, la ruée, ça demande quand même une petite pratique. C'est pas immédiat, genre le petit coup sur le côté pour faire c'est exactement comme dans Smash Bros en fait, le dash dans Smash Bros. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Complètement. Bon, on va rappeler, donc Sakurai, c'est justement le mec qui est derrière la série des Smash Bros, qui a également fait les Kirby à l'époque de HAL, qui a fait Meteos lorsqu'il a fait un petit passage chez Q, et qui a également fait Kirby Air Ride, donc sur Nintendo GameCube, et donc maintenant Kid Icarus. Et donc c'est quelqu'un, si vous avez l'occasion, jetez un œil sur le site anglais de Nintendo, ou avec les fameux Iwata Asks, donc c'est Iwata qui est le DG de Nintendo Japon. En fait, de temps en temps, fait des interviews de développeurs. Et là, il interviewe Sakurai, il lui pose plein de questions, et c'est carrément passionnant. Et il y a une chose qui est expliquée, c'est que l'approche de Sakurai, c'est en gros, il prend un jeu, un genre particulier, il cherche quel est le fun core, quels sont les points qui font que ce jeu est intéressant et fun à jouer. Ensuite, il enlève tout ce qui est superflu. Et après, il remet des choses à sa sauce. Et il garde, en fait, certains éléments très épurés. Là, en l'occurrence, pour Kid Icarus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, il a un peu déclaré ça, c'est qu'il s'est d'abord inspiré du FPS. Donc ça, c'est quand même étonnant. Justement, en termes de contrôle dans les phases à pied, c'est assez proche de même les FPS qui sont sortis à l'époque sur DS, comme du Metroid Prime ou du Dementium, quoi. De toute façon... Elle est vraiment adaptée à ce genre de jeu avec le déplacement et grâce au stylet pour la visée où c'est vraiment très très précis, quoi. Donc là il l'a foutu dans pas un FPS mais un TPS. TPS, complètement. Et donc là, qu'est-ce qui vous a séduit vous en premier dans le jeu? Qu'est-ce qui m'a séduit? Alors moi, il faut savoir que moi, l'Ailatoire sur 64, j'étais un grand fan de shoot 'em up. Et quand j'ai joué pour la première fois à Kid Icarus, j'avais l'impression d'avoir la suite en fait spirituelle de ça. En fait, Star Fox, ils ont fait d'autres suites, mais sans jamais, je trouve, retrouver la saveur de l'Highlight Wars. Et là, vraiment, dans les phases, en tout cas en shoot, j'ai adoré parce que ça m'a rappelé ça. Ok, et toi? Moi, j'avais vu justement la première conférence de Nintendo justement sur la 3DS et la première vidéo qui a été présentée, c'était Kid Icarus. Et quand on voyait ce qu'ils nous montraient visuellement, c'était superbe. Et on se disait avec la 3D ça va vraiment être excellent. Et j'y avais joué quand on est allé à la présentation à Amsterdam. Là mon impression était assez mitigée parce que en lui-même le jeu était très sympa comme ce qu'on connaît. On découvrait les phases à pied, c'était assez perturbant et on se disait ouais ça a l'air d'être sympathique. Et sauf que quand on a le jeu en main, on se rend compte de la profondeur du jeu. C'est la richesse, il a un contenu mais gargantuesque. C'est vraiment comme Smash Bros Brawl. Smash Bros Brawl, tu passes des heures dans les menus à farfouiller. Il y a des choses partout. Et là c'est pareil et c'est vraiment ce côté gargantuesque qui m'a étonné et que j'ai vraiment adoré dans ce Kid Icarus. Graphiquement aussi, il est magnifique. Alors, pour moi, la première claque c'était ça. C'était les graphismes, l'utilisation de la 3D relief. J'ai trouvé le character design des personnages magnifique. Alors, il faut savoir quand même que les persos n'arrêtent pas de tchatcher. Sans arrêt, il se passe quelque chose en fait sur l'écran tactile où on a Paletona qui interagit sans arrêt avec Kill. Tu peux mettre les sous-titres. Tu peux mettre les sous-titres également au-dessus, donc c'est en anglais sous-titré. Mais même ce qu'il y a, ça parle beaucoup. Il y a vraiment un vrai scénar qui est développé. Mais le souci, c'est que si on n'est pas totalement anglophone, il faut se retaper plusieurs fois les niveaux pour pouvoir lire. De toute manière, les niveaux, on se les retape plein de fois. Oui. Donc on va voir pourquoi. Et en effet, le côté, moi j'aime bien ce côté jeu musée. Donc sur Smash Bros, moi c'était tout de suite, ça m'avait plu à l'époque, c'est genre le nombre de figurines que tu pouvais débloquer, tu avais tout un côté encyclopédique. Ça a été déjà d'emmêler les figurines. Tout à fait. Et là par contre on reste un petit peu sur l'univers de Kid Icarus, mais il y a quand même un paquet de trucs à débloquer, donc on a toutes les petites figurines en 3D. Les Icarions, avec un système à la con, mais alors complètement débile, mais genre plutôt rigolo, avec les œufs. Quand on commence à jouer, donc on fait une petite partie, il y a des œufs qui apparaissent, on peut les mettre sur une espèce de petite poêle, et donc avec le stick, on balance la poêle de manière à faire sauter l'œuf, et paf, il y a une petite figurine qui débarque, et sachant qu'en fonction des œufs, on a un pourcentage. Donc on a 50% d'avoir une nouvelle figurine, ou alors 40%, et plus on a de figurines, plus ça devient difficile, donc on est obligé de mettre plusieurs œufs. Sachant que les œufs, on peut les casser, ça m'est déjà arrivé. On fait tomber à côté, c'est des trucs. Détail, mais genre, je trouve ça génial. C'est génial. Et ensuite, donc en effet, il y a tous des tableaux de challenge. Donc on va juste dire rapidement. Donc une nouvelle fois, l'objectif c'est d'attaquer Medusa. Donc de se battre contre elle. Et donc ça arrive au bout du 10e chapitre à peu près. Et on a l'impression que le jeu se termine. Et il y a même les crédits
Et non, en fait, il y a 15 autres niveaux derrière, et sachant qu'on a 3 tableaux de challenge. Donc on a une espèce de petit puzzle avec plein de mini-challenges qui demandent des objectifs spécifiques. Exactement, pareil dans Smash Bros Brawl, il y avait un mur de challenge comme ça, exactement pareil, où tu récupérais des figurines, des musiques, des artworks, plein de trucs. Ça c'est génial. Et donc du coup, on va te demander par exemple de faire le niveau 1. Donc en tel niveau d'intensité, l'intensité on va y revenir. Voilà, il y en a un paquet. Et donc il faudra faire le niveau 1 avec tel type d'arme, à tel niveau d'intensité, ou alors il faudra se faire battre ou battre tel personnage un certain nombre de fois. Et donc on est obligé d'aller checker. En plus c'est un petit système qui est rigolo, c'est un peu comme le démineur sur Windows, c'est-à-dire qu'il y a une case qui se débloque et on peut voir les objectifs adjacents. Mais plus on s'éloigne, moins on ne sait plus du tout ce qu'il faut faire. C'est un brouillard de guerre. Exactement, et c'est Fog of War. Et donc ça c'est fantastique. Et tu as ce système qui est absolument génial et qui est quelque part également anti-Nintendo, qui va à l'encontre de la philosophie de Miyamoto, c'est que la difficulté, c'est aux joueurs de la régler. Et là, pour le coup, ce qui donne à Kid Icarus ce côté extrêmement gamer, c'est que le jeu non seulement... pas que gamer, justement. Il est gamer et casual aussi, complètement, justement. Parce que du coup, alors si tu veux, tu peux expliquer le principe. Alors je l'ai évoqué dans la critique, évidemment, parce que c'est un aspect super important du jeu selon moi. À chaque niveau, en fait, on peut moduler la difficulté, c'est-à-dire plus on va vers la droite, plus le niveau sera difficile, plus les boss, plus il y aura d'ennemis, plus ils taperont fort. Plus tu paries de cœurs que tu récupères. Ça, tu peux peut-être parler des cœurs. En fait, quand on détruit les ennemis, les adversaires, tout ça, même on découvre ça dans des coffres, on récupère des cœurs. C'est la monnaie, du jeu. Et donc, quand tu commences un niveau, tu peux parier plus ou moins de cœurs, ce qui augmente en conséquent la difficulté du niveau que tu vas faire. Et plus la difficulté est grande, plus les ennemis tapent fort, ils sont nombreux, ils tapent fort, ils répliquent. Mais tu peux avoir de meilleurs items, récupérer de meilleurs items, de meilleurs dons, de meilleures armes, des meilleures récompenses au final. Donc c'est un risque, mais c'est récompensé quoi. Et puis aucun moyen de s'ennuyer, puisque finalement, si tu t'ennuies, si c'est trop facile, tu vas à droite, et si c'est trop difficile, tu vas à gauche, et tout simplement, et comme ça, tout le monde est content. Donc on a un niveau d'intensité, en gros, chacun fait sa tambouille. Okay, on reste. En plus, t'as on a un chaudron, donc on reste dans la thématique culinaire, donc je sais pas trop pourquoi. Mais donc on met des cœurs dans le chaudron, et ensuite, donc c'est une espèce de pari, et donc on peut parier soit 1. Donc là, au niveau 1, je crois que j'ai pas essayé, mais il me semble que les ennemis bougent quasiment pas. Et ensuite, on peut monter jusqu'au niveau 9. Donc le niveau 9, là, c'est carrément ultra difficile. Donc en gros, on a juste à déplacer comme ça très simplement sur une petite jauge d'intensité ce qu'on choisit. Donc 0, il y a niveau 0, un jeu d'enfant. Niveau 1, sans problème. Niveau 2, normal. Niveau 3, ça se complique. Niveau 4, pas évident. Niveau 5, difficile. Niveau 6, très difficile. Niveau 7, périlleux. Niveau 8, expert. Niveau 9, impossible. Sachant que... J'en ai réussi à en faire 9. Sachant que l'ordi te donne un niveau de difficulté en fonction de tes résultats du niveau précédent. Et tu gères quelque chose. Et ce qu'il y a aussi, c'est que si tu perds en niveau, tu peux pas recommencer directement. Par exemple, si tu choisis niveau 8, tu perds. Et si tu veux recommencer au point où tu en étais, tu es obligé de rétrograder d'un niveau. Complètement. Donc, en gros, si tu meurs une fois, tu perds un niveau complet d'intensité. C'est-à-dire qu'au final, à la fin du niveau, tes items seront moins performants que ceux que tu espérais avoir. Voilà. Et donc du coup, vous, comment vous jouez exactement? Est-ce que vous êtes plutôt du genre tranquille, on va commencer par explorer le niveau en intensité 4-5, ou alors direct, vous passez en niveau 6-7 en espérant le finir de base de façon assez hardcore pour avoir tout de suite de bons items, de bonnes armes? Non, moi je suis plutôt tranquille, je joue plutôt 5-5 personnellement à chaque fois, et moi ça me plaît parce que c'est exactement la difficulté qu'il me faut. Après en les refaisant, j'augmente, mais dans la première fois toujours 5-5. Parce qu'en plus, un truc qui est complètement génial dans le jeu, c'est que tu as un petit côté exploration des niveaux au sol. Donc si la partie dans les airs est vraiment rail shooter, au sol, on a carrément des portes qui sont fermées. Qui s'ouvrent à un certain niveau d'intensité seulement. Exactement. Donc du coup, en plus, les portes sont de temps en temps carrément bien planquées. Moi, je suis tombé complètement par hasard sur une porte niveau 8. En l'occurrence, j'étais pas en intensité niveau 8, mais t'es là genre, ok, t'as une rejouabilité, mais qui est faramineuse. Et donc, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, et qui est sans doute le truc pour les collectionneurs, et un truc absolument génial, c'est les armes. Donc le système d'armes est juste infernal, c'est un truc de malade. Donc on a plein de types d'armes différentes, et ces types d'armes donc se jouent différemment et ont également un impact sur la façon dont sur les caractéristiques même du personnage. Donc parce qu'en fait on a déjà un type d'arme, on a un niveau de force sur cette arme,
Et on a également, donc, dans ce type d'arme, il y a plusieurs sous-genres. Donc, on va avoir, par exemple, je vais y aller un arc chance, un arc de lumière, un arc divin, etc. Un bras écrasant, enfin, il y a plein de trucs. Tout ça dans une catégorie plein de types différents. Et ensuite, pour chaque arme, donc, on a la possibilité d'avoir des petits bonus. Donc associés. Donc on aura par exemple plus 4 en santé, ou alors le fait de récupérer un item bonus qui va augmenter son niveau de santé, on en gagnera un peu plus, ou alors on sera plus rapide, ou alors on sera le temps de recharge du super coup sera plus court. Enfin il y a un milliard de trucs. Et aussi il y a le principe des étoiles. Qui correspondent aux parties au tir à longue distance et au corps à corps. Alors, donc plus il y a d'étoiles, plus il y a d'étoiles sur le tir à longue distance, plus il sera précis, où il fera plus de dégâts. Mais après ça c'est pas forcément en corrélation avec la puissance de l'arme. C'est plein d'autres caractéristiques encore différentes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en débloquant les Icarions, donc les petites figurines 3D, donc on a la possibilité de débloquer en fait des figurines associées aux armes. Donc on aura notre personnage avec une arme spécifique, et en fait en affichant cette figurine, on a un descriptif de l'arme, et donc on peut voir que, par exemple, dans la catégorie arc, donc il y a différents types d'arcs, et chaque type d'arc aura sa spécificité. Donc certains seront super précis de loin, mais par contre au corps à corps, ça sera vraiment pas terrible. Et tout ça, il y a des petits niveaux très subtils qui changent et qui encouragent sans arrêt à continuer donc à jouer avec des intensités plus fortes pour débloquer de meilleures armes à la base, parce que derrière, on a la possibilité de fusionner ces armes. Donc il y a tout un côté alchimie dans le jeu. J'adore, ça fait très Dragon Quest 9, ça dans l'absolu. Ça fait très RPG. Ça fait très RPG. Et donc, est-ce que vous avez fusionné beaucoup d'armes, vous ? Moi, je passe un temps fou. Alors c'est marrant parce que je vais dans tous les sens, mais on a la possibilité de voir dans ces statistiques le temps de jeu global, et donc le temps de jeu effectif et le temps de jeu du coup dans les menus. Et on s'aperçoit que Kid Icarus Uprising, c'est un jeu où 30% du temps, moi je le passe dans les menus. C'est un truc de malade. Donc vraiment comme un RPG. Ouais, t'as des stats super précises. J'ai pas fait beaucoup de fusion d'armes. Moi j'arrête pas. Dès que j'en gagne, bing, je fusionne. Et en fait, en fusionnant les armes, c'est génial parce qu'il faut faire en sorte que l'arme, donc il faut faire des fusions qui soient à peu près de même niveau pour pas que que l'arme obtenue soit d'un niveau plus faible qu'une des deux armes choisies pour la fusion. Mais en plus, ça prend uniquement un certain nombre des caractéristiques bonus de chaque arme. Ouais. Donc il faut s'arranger à un moment donné. Si on a une arme avec un bonus santé plus 4, c'est très intéressant. On va essayer en faisant sa fusion de garder cette petite caractéristique sur la prochaine arme, sachant que le tableau permet de voir précisément l'arme obtenue. Donc il n'y a pas le côté pifomètre un petit peu qu'on a dans beaucoup de RPG. On sait exactement ce qu'on va avoir, et ce qui rend le truc d'une richesse. Moi, c'est pour ça que j'ai pas encore fait beaucoup de fusions. C'est justement de pouvoir avoir les meilleures armes pour trouver vraiment l'association ultime et pas perdre trop de temps. En fait, c'est comme ça que je les fais pas trop. C'est en gros quand je joue en intensité 4-5, donc on récupère des armes de niveau genre 150, 170. Tout de suite, je les fusionne pour avoir des armes de niveau 200. Et donc, je commence à travailler maintenant. J'en suis genre plutôt au niveau 250. Faire en sorte d'avoir un certain nombre d'armes variées, mais d'une bonne puissance, avec des bonnes caractéristiques. Et donc j'attends d'en avoir suffisamment pour ensuite voir dans quelles sont les armes les plus intéressantes et les mariages qui vraiment potentiellement riches, quoi. Et voilà, quoi, c'est un truc de malade. Ouais. Et aussi, on n'a pas parlé du multijoueur. Oui, on n'a pas parlé du multijoueur. Les dons non plus. Il y a tellement de choses à dire. Donc sur les armes, on va rester sur les armes. On a la possibilité de faire fabriquer des pierres. Donc en gros, on choisit une des armes en fait de sa liste d'armes. Et on en fait une pierre, on l'enferme dans une pierre, et cette pierre pourra être donnée en Street Pass aux joueurs pratiquant Kid Icarus. Enfin, elle est pas donnée, elle est en gros copiée, on perd pas son arme. Voilà, on perd pas son arme. Donc on fait un don, mais d'un autre côté, on garde quand même l'original, sachant qu'évidemment, on se dit tout de suite, mais alors attends, on peut tout de suite avoir des armes monstrueuses. Il suffit que quelqu'un ait joué 30 heures, et bing, tu balances une arme genre énorme. Oui, on peut avoir des armes énormes, mais il faut dépenser un nombre de cœurs, mais faramineux pour pouvoir l'obtenir. Pour avoir une bonne arme, une très bonne arme, faut compter aux alentours des 70 000 cœurs. Et c'est dur, c'est long d'atteindre ce quota-là. Sachant qu'en plus, on a la possibilité donc de fusionner ces armes en solo naturellement, mais on peut aussi faire des fusions de pierres d'armes. C'est-à-dire qu'en gros, les pierres qu'on reçoit, on peut les fusionner, ce qui coûte un maximum de cœurs, mais nous permet de faire des armes monstrueuses qu'on achètera genre dans un mois, genre après avoir pratiqué, je sais pas, après avoir joué 10 heures. Et c'est juste monstrueux, c'est génial. Kid Icarus est un jeu complet, quoi. Ouais. Et le multi alors ? Vous l'avez pratiqué beaucoup? Moi, j'ai pas beaucoup joué au multi, mais je jouais avec quand même. Moi, j'en ai pas mal joué online. C'est vraiment très stable. Si tu as une bonne connexion Wi-Fi, c'est vraiment très stable. J'ai pas eu de déconnexion en partie. Après, des fois, j'ai eu un peu de lag. Après, ça dépend de la connexion.
Tu trouves tout de suite des adversaires. Les parties si elles sont pas complètes, elles sont complétées. Enfin, le nombre de joueurs est complété par des bots qui ont une IA vraiment crédible, parce qu'au départ j'avais mal configuré mon truc et je croyais jouer online et en fait je jouais que contre des bots. D'accord. Et des fois je me faisais torcher quoi. Et donc ils ont vraiment une bonne IA. Je sais pas ce qu'ils ont sur la 3DS en ce moment, mais les IA qu'ils créent, elles sont vachement bien. C'était pareil pour Mario Kart. Mario Kart, les IA, quand tu jouais en 150 ou en mode miroir, ils avaient des comportements mais super crédibles. Ils étaient pas sur leur ligne droite quoi, les mecs. Et bah pour Kid Icarus, c'est vraiment pareil. Et donc le multijoueur avec les autres, avec des vrais gens et pas que des bots, ça se fait soit en 1 contre 1, où là c'est le bordel, c'est pas super intéressant, mais t'as la partie lumière versus ténèbres, et en fait c'est 3 contre 3. Tu as joué ou pas? Ouais, j'ai joué. 3 contre 3, et en fait il y a donc on se fight, on se tue, et il y a une barre de vie générale par équipe, et quand la barre de vie tombe à 0, le dernier qui est mort, il se transforme en Pit ou alors Dark Pit. Et c'est lui qui devient la cible prioritaire de l'autre équipe. Et c'est quand ce Dark Pit meurt que la partie est terminée. Sauf que il y a la barre de vie générale, en fait, elle diminue quand les adversaires meurent. En fonction d'un truc. En fonction de la puissance des armes. Voilà. Si par exemple le mec qui meurt a une arme niveau 300, la barre de vie, elle perd quasiment un tiers d'un coup. Il fera mal, mais il se fera très mal aussi s'il meurt. Il peut faire beaucoup de dégâts, mais il peut vraiment pénaliser son équipe. Donc il y a un jeu d'équilibre là-dessus qui est vraiment super intéressant, et au final en fait c'est à peu près le même principe que pour Max Payne 3, où plus t'es équipé, plus t'es lourd, moins tu charges vite, et ce genre d'équilibre-là, c'est assez rare, je trouve, dans le multijoueur. C'est un truc RPG aussi, en effet, où c'est pareil, on n'en a pas parlé. Mais pour le système des armes, donc on parlait des caractéristiques bonus associées à une arme. Et donc ces caractéristiques bonus, non, même pas, c'est pas ça. C'est en fait dans le, c'est encore autre chose. C'est génial. On a la possibilité dans le solo d'avoir des pouvoirs bonus qu'on utilise uniquement dans la seconde partie du niveau, c'est-à-dire au sol. Et en fait, ces pouvoirs bonus que vous appelez les dons. Voilà, sur les dons. En fait. Donc en fait, les dons, on les gagne également dans le mode solo, en ouvrant des coffres, etc., ou en battant un boss, en multi également. Et en fait, ces dons, on peut les affecter donc à son personnage via un petit tableau où on déplace chaque don. En fait, c'est un tétromino. Ouais, et donc on peut le tourner. Voilà, c'est un puzzle game. Et donc on place ces dons, mais on a une place limitée. On est obligé de les tourner, etc., pour essayer de faire en sorte d'en caser un maximum. Un peu comme les inventaires dans du Resident Evil ou du Diablo, genre de choses. Complètement. Et ensuite, ces dons-là, donc on peut les activer, donc ce qui demande un petit peu de maîtrise également. Soit on les active avec la petite croix directionnelle, soit on les active directement avec le stick, puisqu'ils apparaissent en bas. Donc avec le stylet, pardon, puisqu'ils apparaissent en bas. Et donc il faut appuyer genre comme ça pour les activer en plein combat. Et donc on a des bonus de santé, mais on a également des attaques énormes, comme une pluie de météores ou une explosion générale. On a aussi la possibilité d'activer des sauts, donc qui permettent d'accéder à certaines parties des niveaux autrement inaccessibles. Et donc c'est juste, mais monstrueux. Et c'est pour ça qu'on avait envie de refaire cet extra live, c'est pour vous dire, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, si vous vous dites, si vous êtes encore au niveau de Nintendo, fait que des jeux pour trop grand public à cause de la Wii ou de certains titres sur DS. Mais c'est Kid Icarus en 9 alors. Waouh, Kid Icarus, allez-y direct, parce que c'est juste une petite bombe, et moi je vais continuer à y jouer, mais comme un fou. Je sens que je vais passer un temps de malade sur ce jeu. Et donc oui, on parle beaucoup du gameplay, mais ce qui a vraiment, moi j'ai été étonné, c'est par l'histoire. Parce que même si elle n'est pas fofolle, elle est vraiment développée, il y a vraiment des personnages super intéressants, il y a plein de personnages, il y a des retournements de situation qui sont vraiment cool, et il y a des moments de délire total. Il y a un niveau... Kid Icarus, il chante, il commence en chantant. Il y a un niveau en comédie musicale. Et donc il y a beaucoup d'humour moi j'ai trouvé très disneyen dans le style au niveau de l'humour. Il y a un petit côté Dragon Ball Z sur le character design, sur certains boss aussi. En quoi là ? C'est juste énorme, donc essayez-le. Franchement, ça peut être un jeu pour cet été qui peut être très sympa. Si vous le trouvez d'occasion ou n'importe quoi, faut vraiment pas hésiter. Si vous avez une 3DS et que vous n'avez pas Kid Icarus, et que ça sert à rien d'avoir la 3DS quoi. Pour moi, c'est clair, c'est le meilleur jeu de la 3DS, personnellement. Avec Zelda. Mais bon, Zelda, c'est un remake. Voilà. Bon, voilà, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.